N'oubliez pas que chez nous, une fille, quand on l'élève, on lui dit qu'elle va partir, qu'elle va quitter le foyer, qu'elle n'a pas de socle là-bas, qu'elle va se socler ailleurs, s'ancrer ailleurs dans sa famille où elle va être épousée. Donc on prépare nos filles à l'exil, on prépare nos filles à partir. Les hommes ne sont pas préparés à partir, ils sont préparés à s'ancrer. Et quand ils subissent l'exil, ils sont totalement démolis. Voilà déjà la source de la monoparentalité. Bienvenue au Parlement de Wallonie pour cette première table ronde, ce premier dialogue intergénérationnel afrodescendant qui a lieu dans cette enceinte prestigieuse. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'avoir pris votre temps pour venir assister à cet échange assez important et intéressant pour nous. Vous dire qu'en fait, dans le titre même, ce n'est pas uniquement des paroles ou un titre, que ça a été dans la réalité. Nous sommes trois femmes de trois générations différentes qui avons pensé, conçu cet événement. Donc c'est l'intergénérationnalité dans sa pratique la plus absolue, la transmission intergénérationnelle. Donc il y a Joël qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être la marraine de l'événement et de nous accueillir dans ces lieux où elle siège, où elle est députée. Et nous avons pour la jeune génération Marie Fidèle qui sera la modératrice de l'événement. Donc voilà, je voulais vraiment mettre en évidence à la fois Marie-Pierre et Marie Fidèle qui ont organisé tout ce projet parce que sans elles, moi je ne serais pas... je ne serais pas présente, il faut bien avouer. C'est vraiment elles qui ont été à la manœuvre et j'ai trouvé ça magnifique en termes de sororité, de transmission intergénérationnelle. Pour moi, ce qu'elles ont fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire entre nous, entre femmes, c'est s'aider et être ensemble à travers les générations. Donc déjà, magnifique, bravo à vous. Alors moi, je voudrais vous dire que vraiment, je suis heureuse. Parce que je dois vous dire que, ayant été la première députée wallonne noire et la seule pendant 15 ans, ça fait du bien de voir des afrodescendants dans cette assemblée. Et non seulement de vous y voir, mais pour un projet qui fait sens, pour quelque chose qui est tellement important. Je dois dire que je suis très très admirative à la fois des plus anciennes et des nouvelles générations. Je mesure à quel point sans vous, je n'aurais peut-être pas pu être ici au sein de cette assemblée et aussi sans vous, je ne serais pas pour les plus jeunes aussi tiraillée, titillée, vraiment vos positionnements, on voit bien que vous n'avez pas notre temps et vous avez bien raison, bien raison. Je suis d'ailleurs très contente de vous accueillir et de voir que c'est vraiment un projet qui est en train de se concrétiser. On a la chance d'avoir vraiment des panélistes de qualité, un public alors que je n'avais pas misé sur un public et je suis vraiment heureuse de vous accueillir ici. Alors la table de conversation aujourd'hui s'intitule « Échange intergénérationnel des femmes afrodescendantes en Belgique ». Et donc voilà, il s'agit d'une conversation qui va s'établir entre mère et fille autour de thématiques qui vont toucher à la question de la féminité et plus largement aux problématiques qui touchent la communauté afrodescendante. Au cœur de notre projet, on a un objectif précis, c'est-à-dire de mettre en dialogue différentes générations, de célébrer nos histoires, qui sont des histoires plurielles, embrasser justement nos diversités et avoir une sorte de fonction où on peut unir les voix pour façonner en fait un avenir beaucoup plus émancipateur pour les futures générations et pour les générations présentes. Et donc l'objectif, c'est de vraiment faire en sorte de réparer cette espèce de fracture générationnelle qui s'opère entre les jeunes et leurs parents. Des fractures qui ont notamment été influencées par des enjeux sociétaux tels que l'histoire coloniale, tels que le racisme systémique ou bien l'histoire des migrations. Alors, comment va s'établir cette table ronde? On aura un temps de conversation avec nos panélistes. Et donc, on va avoir un système de fonctionnement très spécifique. La table ronde d'aujourd'hui s'appelle « J'accepte et mon cœur est toujours ouvert ».
J'ai choisi ce concept parce que ça nous permettra de garantir du coup des échanges pacifiques et constructifs entre mères et filles. Et en fait, le but vraiment de ce moment-là, de ce moment aujourd'hui, c'est vraiment de se dire les vérités, que ce soit la jeunesse ou bien les mamans. Je pense qu'on bouillonne de questionnements, on bouillonne de réflexions, et ça va vraiment être ce moment précis, on va vraiment pouvoir lever ces tabous sur ça. Il y a énormément de thématiques, donc je vais vous inviter à être vraiment simple et efficace. En plus, j'ai pris du retard un peu sur l'organisation, je m'excuse. Mais voilà, pour vraiment avoir une vision panoramique, on ne ressent pas trop de frustration, on va fonctionner comme ça. Alors, comment va fonctionner l'atelier? Les panélistes, vous avez 2 pancartes devant vous. D'accord? Donc, il y a une pancarte avec le cœur ouvert. Une autre pancarte avec le cœur fermé. Je vais vous donner 3 affirmatives. Et en fonction de l'affirmative, vous allez lever la pancarte. Et à la fin des 3 affirmatives, librement, vous pourrez prendre la parole. Est-ce que vous avez compris le concept? Alors, en second temps, j'ai disposé quelques petits papiers sur la table. J'ai demandé à nos panélistes de choisir ces papiers. Et ces papiers et ces images, surtout, en fait, elles renvoient à une multitude d'images qu'elles devraient sélectionner et ça devrait leur inspirer leur identité afrodescendante. En gros, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une image qui leur inspire? Et je vais leur demander de donner en 30 secondes leur explication sur la raison pour laquelle elles ont choisi cette image. Moi, j'ai choisi l'image de l'arbre parce que c'est très important. Il y a les racines, il y a les branches, il y a les feuilles, et il y a tout dedans. Et donc, dans l'arbre, moi, je vois un peu les histoires, comme c'est Marie Fidèle, hein, comme Marie Fidèle a dit qu'on va célébrer nos histoires. Bon, je vais revenir par après sur ça parce que vous avez dit c'est juste. C'est juste pour dire qu'est-ce qu'on a choisi. Voilà. J'ai choisi ceci. Donc. Alors, plus que l'image, j'avoue que je l'ai choisi pour le terme. Puisque c'était la seule image sur laquelle il y avait le mot intersectionnalité. Et je pense que c'est un mot important qui exprime que on se trouve souvent dans la société au croisement entre différents types de discrimination. Donc, quand par exemple on est une personne d'origine maghrébine et en situation de handicap, on a la discrimination liée à l'origine, hein, on sait très bien que ça reste compliqué, et une discrimination liée au fait que la situation de handicap ne nous permet pas, par exemple, d'accéder à certains bâtiments, à certains immeubles ou facilement. Et donc, je pense que c'est important, en tant que femme noire, de montrer qu'on se trouve au carrefour et au croisement de différentes problématiques, comme la misogynie noire, et c'est vraiment en lien avec, pour moi, l'intersectionnalité. Donc je voulais mettre ce mot-là en évidence et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, quoi. Merci. Je crois que, voilà, je suis une maman et je vois comment cette jeune d'origine subsaharienne s'est débattue pour faire son nom au niveau de l'art. Elle est musicienne, elle est artiste, comme j'adore la musique. Et ça me donne beaucoup d'espoir, puisque comme vous le savez, ici autour de la table, nous sommes des mamans qui n'ont pas arrêté de se battre, qui n'ont pas arrêté de lever la tête malgré toutes les difficultés. On se connaît bien Joël, on se connaît bien. Donc, mais à un moment donné, on arrive dans un tournant de notre vie où on sent que physiquement, on est en train d'être fatigué. Mais on s'est dit, qu'avons-nous réussi à faire, puisqu'on s'est jeté vraiment dans l'eau. On s'est mis vraiment en danger pour qu'on parle de nous, pour qu'on défende les racismes, pour qu'on dénonce. On s'est vraiment sacrifié quelque part. Mais quand on sent que la force nous manque, et quand on voit ces jeunes-là débarquer, quand je vous vois aujourd'hui autour de la table, je suis contente. Je dis, ouf, voilà la relève. Vous avez votre façon
de chercher une place dans cet environnement où on vous a imposé. Nous, on est venus adultes peut-être, mais vous êtes nés ici, mais on vous montre toujours que ce n'est pas chez vous. Mais vous êtes en train de vous battre par tous les moyens. Et je vous dis, je serai là, même assise, pour vous accompagner. Voilà, c'est mon histoire. Moi, j'ai choisi la couverture du livre de Bell Hooks, puisque c'est une autrice préférée, que je lis beaucoup, puisqu'elle parle aussi de l'intersectionnalité. Et moi, j'ai accepté de venir ici pour parler surtout en tant que maman, en tant que mère d'un fils et d'une fille. Et je vois que dans ce que parle d'ailleurs Bell Hooks, elle parle du croisement du racisme et du patriarcat. Et elle parle aussi de ce que le patriarcat fait à nos propres enfants qui sont afrodescendants. Donc c'est très important que dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, on puisse parler non seulement du féminisme, oui, mais aussi du patriarcat et ce que les fait à nos garçons. Voilà. Moi j'ai aussi choisi l'arbre comme la maman tout au début. J'ai choisi l'arbre parce que je vois qu'il y a une fondation en fait tout en bas de l'arbre, tu vois. Que je pense que c'est des gens qui sont beaucoup plus adultes et donc je me dis à chaque fois, même si j'ai des idées différentes que ma maman, mes tantines et tout comme ça, mais je ne peux pas me déraciner d'eux en fait. C'est quand même ma fondation et c'est quelque chose que je veux garder en moi quelque part pour toujours. Et après quand on voit les feuilles en haut, il y a différents mouvements. Et des fois quand on nous voit en tant qu'âge, génération, on nous met tous dans la même boîte, mais voilà, il y a différents mouvements, donc on est unique, mais la fondation qui est en bas, c'est aussi important, même si on a envie de le déconstruire, mais on l'a quand même aussi quelque part en nous, on va toujours le ramener. Moi j'ai choisi la photo avec la silhouette, enfin les silhouettes des différentes carnations qui sont appuyées les unes à côté des autres, parce que ça me rappelait tout simplement la sororité. Le fait que il y a ce précepte chez les bantouphone qui s'appelle Ubuntu, le fait que l'on n'est pas ce que l'on est sans que les autres soient ce qu'ils sont, qu'on soit tous partis d'une fibre citoyenne, sociétale, communautaire, et qu'on est tous vecteurs de quelque chose, qu'on sert et qu'on a un rôle à jouer. Là ce sont des silhouettes qui paraissent féminines, mais il y a aussi, les femmes sont des vecteurs de culture pour moi, mais pas que, mais juste des vecteurs très 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 importants de culture, et je pensais que c'est ce qui touche le plus au thème qu'on va aborder aujourd'hui. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup Marie-Fidèle pour l'invitation. Alors moi, j'ai pris la place de la femme à la cuisine au tout milieu. Parce que déjà je suis dingue de même, c'est-à-dire que moi je pourrais m'exprimer comme ça tout le temps avec des images, premièrement. Deuxièmement, c'est parce que moi, prendre soin d'eux, ça a été le avant, pendant et le après de mon existence. Ma maman a bien pris soin de moi, elle m'a appris à prendre soin d'eux. Je suis travailleuse médico-sociale, donc j'ai appris selon le système pédagogique belge à prendre soin des personnes. Et donc, au fur et à mesure de mon militantisme, puisque je me définis comme afroféministe, ma manière de prendre soin d'eux a beaucoup fluctué. Et en fait, la cuisine a été un champ de bataille pour moi parce que maman peut l'attester, je n'aimais pas cuisiner. Je déteste ça. Mais mince, je suis une femme et en plus je suis une bouba, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment je dois faire entre combiner le fait que je me dis que je suis afrofemme et que je n'aime pas cuisiner, que pour moi, pourquoi les femmes doivent rester à la cuisine, et en même temps me dire, ah, quand même une femme congolaise, tu dois préparer le pondo. Et c'est un peu ça. J'aimerais bien un peu savoir comment je dois mêler mon identité à mes valeurs et en même temps faire ce melting pot qui fait que je suis moi, mais en même temps, nous sommes ensemble. Donc voilà, merci. Alors, déjà bonjour à tous et à toutes. Moi j'ai choisi cette image avec les mamans qui tiennent l'enfant. C'est une image qui me parle beaucoup parce qu'elle me rappelle deux proverbes Douala qui disent, je vais essayer de les dire en Douala, vraiment excusez-moi parce que je ne suis pas doualophone mais j'essaie d'apprendre. Donc c'est Mulongo te mubentina. Ça veut dire que chaque liane a son tronc, chaque chose a son origine et je trouve que c'est bien exprimé au travers de cette image. Et le deuxième proverbe c'est
Dibie Lendenjangi, ce qui signifie que la sagesse est une collecte, c'est un savoir collectif, c'est une contribution de tous et de toutes. Et justement, sur cette image, je trouve que c'est une bonne représentation du fait qu'on construit ensemble, ces femmes elles portent cet enfant ensemble, et souvent quand on parle de l'arbre, on voit les mamans comme les racines, mais je pense qu'elles font partie des lianes, elles font partie des branches, et ce qui nous rassemble ensemble, c'est nos valeurs, nos imaginaires collectifs, notre culture, cet héritage qu'on veut transmettre, c'est ce par quoi chacun va... ce que chacun va puiser pour transmettre, et c'est quelque chose de collectif. Et chacun porte ses fruits à sa manière, chacun tend à sa manière, chacun s'exprime à sa manière, chacun se révèle à sa manière, tout ça pour porter de nouvelles branches qui porteront à leur tour de nouveaux fruits. Voilà. Je dois dire quelques petites choses par rapport au jeu. Il faut être très attentive, parce qu'il y a pas mal de phrases et il faut être très très concentré pour pouvoir répondre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les phrases affirmatives que j'ai mises dans ce concept ne reflètent pas forcément ni totalement ma pensée. Donc c'est très important d'en prendre conscience. Secondement, ce que je voulais dire, c'est que les thématiques qu'on va aborder s'intéressent à un contexte afro-belge, voire par extension afro-européen. Comme ça, on sait, parce que je sais que les gens peuvent reprendre des capsules, vidéos et dire « Ah non, c'est pas vrai, etc. » Donc voilà, comme ça, on a vraiment ce contexte. Est-ce qu'on est tous imprégnés de ça? C'est bon? Oui, super. Alors, commençons par le premier thème. La posture des mamans africaines, entre parenthèses, monoparentalité. Alors, la première affirmative est la suivante. Nos mamans africaines sont les piliers des foyers afrodescendants. Deuxième phrase. Nos mamans africaines sont des héroïnes. Troisième affirmative. Génération après génération, les pères échouent à être présents dans les foyers afrodescendants. Mais quand on... Alors, quand je prends la parole, c'est surtout en tant que sociologue, parce que je ne me suis pas présentée, mais bon voilà, il y a un petit endroit où vous avez pu voir ma spécialisation. Du coup, je m'appelle Marie-Fidèle Doucine-Bizet, je suis socio-anthropologue, doctorante, je travaille dans la recherche, je suis aussi enseignante à l'université, et je suis surtout spécialiste des identités afrodescendantes. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai choisi les thématiques. Alors pour la thématique numéro 1, pourquoi j'évoque cela? Parce qu'au cours de mes investigations, j'ai constaté à travers des méthodes de recherche qu'une grande famille, beaucoup de familles afrodescendantes sont touchées par une explosion des monoparentalités. Et en fait, au sein des jeunes, c'est façonné une espèce de vision où on voit nos mamans comme des héroïnes, à raison. Mais ça reste des mamans seules qui sont souvent touchées par la précarité. Alors, la question est la suivante, et c'est pour nos mamans. Lorsque on vit dans ce cadre de la monoparentalité, comment on négocie sa vie en tant que maman? Est-ce que le concept de la dépression est existant? Est-ce que le concept de la solitude est présent? On a plusieurs anecdotes par rapport aux jeunes qui parlent par exemple de cas de tromperie par rapport à leur père, souvent absent, ou bien dans des allers-retours. Comment on vit cette réalité? Pour moi, il faut savoir comment les mamans deviennent souvent ici des mamans monoparentales. Il y en a qui arrivent seules parce que leurs conjoints sont morts dans les parcours d'exil, ceux qui ont connu la guerre. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils ont fui des oppressions dans leur pays. Donc on ne devient pas maman monoparentale comme ça. Il y a d'autres qui viennent avec leurs conjoints. Et les conjoints, donc hommes, ont souvent une disqualification sociale, une disqualification professionnelle qui entraîne une disqualification parentale. Ce qui fait qu'elles quittent les foyers à cause de cette souffrance parce qu'elles n'ont pas été préparées non plus. Les hommes, en tout cas chez nous, ils n'ont pas été préparés à l'oppression, à l'exil. N'oubliez pas que chez nous, une fille, quand on l'élève, on lui dit qu'elle va partir, qu'elle va quitter le foyer, qu'elle n'a pas de socle là-bas,
qu'elle va se créer ailleurs, s'ancrer ailleurs dans sa famille où elle va être épousée. Donc on prépare nos filles à l'exil, on prépare nos filles à partir. Les hommes ne sont pas préparés à partir, ils sont préparés à s'ancrer. Et quand ils subissent l'exil, ils sont totalement démolis. Voilà déjà la source de la monoparentalité. Maintenant, quand on est maman monoparentale, déjà on est a warrior mother. Parce que pour arriver ici, c'est chaud, c'est quelque chose. Donc des femmes qui arrivent ici, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup qui n'y arrivent pas. Et ceux qui arrivent déjà, ce sont des warriors. Et quand ils sont là, alors qu'est-ce qui se passe? Quand elles ont le devoir d'élever les enfants dans la dignité, dans le bon tout, comme on a dit. Et voilà comment nous nous sentons. Est-ce qu'on se sent isolé? Non, on ne se sent pas isolé. Pourquoi on ne se sent pas isolé? Parce qu'on a les tontines, n'oubliez pas. N'oubliez pas la valeur de la tontine. Les gens ici ne connaissent pas. Mais nous, on se met dans des tontines où on se donne 50 €, 100 €. On se voit souvent et on n'a pas du tout cette solitude puisqu'on a notre manière de vivre ensemble. Et un autre élément aussi, c'est que l'enfant n'est pas élevé par la mère. Ce n'est qu'en Europe où l'enfant appartient au couple. Mais nous, l'enfant appartient au village. C'est pourquoi nos enfants ont des tantines. Il n'y a aucun enfant africain qui m'appelle Cécile. On m'appelle maman ou on m'appelle tantine. Parce que ce sont tous mes enfants. Donc ni moi ni mes enfants ne sont jamais isolés. Voilà. Merci beaucoup. Sur un point qui est pour moi très très crucial, c'est vraiment l'aspect héroïque qu'on a par rapport à nos mamans. En effet, on les voit comme des faits sur hommes avec un grand H, mais en fait, il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont imbibées de sentiments, d'émotions comme nous, et des fois, on a tendance à l'exempter en fait des choses. C'est aussi des femmes en fait, et même, je vais aller plus loin, c'est aussi des femmes qui ont été amoureuses. Et ça, moi, des fois, je suis en train de me dire, oui, en fait, elle est super amoureuse de mon papa, en fait. Donc, j'ai pas le même recul. Maintenant, c'est clair et net que par rapport à la dynamique romantico-sexuelle, dès lors qu'on parle de papa absent, ça a directement une influence sur la manière dont les femmes vont agir au sein de leur relation. Vu qu'on est dans une société misogyne et totalement patriarcale, on va pointer du doigt les femmes. Mais en fait, le père absent a aussi une incidence sur les hommes, et pas qu'un peu. Et en fait, moi, je suis très sensible à l'épigénétisme, à tout ce qui touche à la transgénérationnel. Et en fait, on parle de papa absent, mais est-ce qu'on va peut-être aller un peu plus loin? Moi, je vais prendre mon cas, et j'ai pas peur de parler de ma vie privée ou intime. Enfin, les gens qui suivent mon blog savent. Et donc, moi, quand je fais un peu l'histoire de ma famille, je me dis, en fait, le papa de mon papa, lui aussi, il était un peu compliqué au niveau des émotions. Mais en fait, faut pas aller plus loin, hein, faut pas aussi le dire. Et donc, moi, je suis le fruit de cette histoire-là, qu'est-ce que j'en fais? Et en plus, allons plus loin, moi, je suis homonyme de mon grand-père. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et donc, pour revenir à la base de la question, parce que je me suis un peu éparpillée, l'élément pour moi qui est très très important, et depuis que je fais ma recherche en sociaux, c'est encore plus parlant, c'est qu'il faut vraiment s'écarter de tous ces schémas manichéens par rapport au père absent. Moi, je suis comme je suis parce que je suis Célémanie Gloria, et pas parce que mon papa est absent, et pas parce que ma maman est là, et parce que je suis très contente que vous dites qu'en enfant, ça ne... En tout cas, dans notre conception, on va dire, bantou, africaine, bon, moi je vais réduire ça à congolaise, moi je n'ai pas été éduquée que par mes soeurs, que par ma maman. Il y a aussi mon parrain qui a été présent, il y a aussi mes cousins. Donc, j'ai quand même eu une figure paternelle, on va dire. Peut-être loin, mais voilà. À un moment donné, il faut aussi prendre sa responsabilité. Mon papa n'a pas eu nos papas, pour parler de manière plus générale, n'ont pas fait leur travail. Ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Alors, je vous propose d'embrayer sur la deuxième thématique qui traitera du tabou autour de la santé mentale. Alors, la première affirmative, c'est « La communauté afrodescendante est résiliente ». La deuxième affirmative, c'est « Les jeunes afrodescendants sont moins résistants psychologiquement et plus enclins à se plaindre que leurs parents ».
La quatrième, c'est la plupart des parents africains souffrent de nombreux traumatismes qu'ils n'ont jamais traités. Alors je vois des pancartes bordies vraiment avec de l'énergie. J'aimerais bien avoir du coup la position de Glody sur la question. La résilience, c'est lorsqu'on est face à un trauma, le fait de non pas surmonter le trauma, mais de faire avec et de continuer de sa vie et sans que ça soit un handicap très grand dans nos vies. Mais ça sera toujours partie de notre existence, notre façon de voir, il y a toujours des réflexes par rapport à ça, des petites peurs, mais on continue d'avancer avec ça. C'est ça la résilience. Et on va même jusqu'au-delà, enfin au-delà de la résilience, il y a aussi le fait de magnifier son trauma et de se faire sentir quelque chose d'incroyable. Par exemple, on voit l'exemple d'énormément de genres musicaux qui ont été créés vis-à-vis de la souffrance des peuples afropéens et afrodescendants. Et donc voilà, c'est ça la résilience. Et je trouve que oui, la communauté afrodescendante et les Afropéens sont résilients, parce qu'on n'a pas le choix. Mais à un moment, les traumas fonctionnent comme une sorte de... Ce n'est pas le caractère de la personne qui est favorable à la résilience, mais c'est la façon à laquelle, la matière à laquelle est façonnée la personne, donc la communauté et les gens, mais aussi le trauma auquel il fait face, donc la matière à laquelle le trauma est fait face. Et je trouve que j'étais hésitante avec ma réponse parce que je me dis que donc la résilience c'est pas propre à la communauté et c'est pas un truc intemporel qui ira toujours. Il y a un moment où on va craquer et il y a un moment où les gens craquent et c'est pas un synonyme de faiblesse ou un synonyme de non-africanité ou non-afrodescendance parce que tu n'es pas assez résilient. Non, ce n'est pas une injonction et c'est pas une compétition non plus, c'est pas quelque chose de normal, il faut le rappeler. Et c'est pas non plus un compliment, plus que ça ne l'est. Voilà. C'est juste un fait. Voilà. C'est pour ça que j'étais un peu hésitante. Ok, je vous propose à savoir que ce que j'ai constaté aussi, c'est que moi je suis spécialiste de l'immigration postcoloniale, spécifiquement, et en fait je constate que la plupart des jeunes de ma génération, les 9-7, 1997, les années 90, les enfants des années 90 sont les bébés des guerres civiles. Donc aujourd'hui, au cours de mes investigations, j'ai vu que la jeunesse afrodescendante, belge notamment, est porteuse d'énormément de traumas. Des traumatismes qui sont liés à des conflits de guerre, des traumatismes qui remontent parfois même à l'histoire coloniale, et on voit qu'on est totalement imbibé de ça, sans pour autant qu'on l'ait vécu directement. Alors la question est la suivante, comment on peut prétendre que nos parents sont en paix sur le plan psychique, alors que nous-mêmes nous sommes déjà abîmés par cette histoire, par ces histoires, et que les problématiques de la santé mentale restent encore extrêmement taboues dans nos communautés. La santé mentale, c'est ma formation. Je suis infirmière psychiatrique et franchement, dans nos communautés, c'est encore un sujet très tabou. Et la caravane pour la paix et la solidarité, la SBL que j'ai initiée, nous nous occupons d'accompagner les femmes migrantes dans toutes sortes de problématiques. Et moi, dès le début, j'ai ajouté ce côté santé mentale. J'ai quitté l'hôpital où j'ai travaillé en psychiatrie aiguë et j'ai créé Caravane, mais en essayant d'y amener cette touche de ma formation. Les jeunes avec qui je travaille d'ailleurs rigolent toujours quand on me demande quelle est ma pédagogie. Je dis je fais toujours un plan de soins. Nous accompagnons les femmes surtout dans les violences intrafamiliales. On n'a pas touché ça ici, mais les violences dans nos familles afro-descendants, c'est vraiment monnaie courante. Puisqu'on ne peut pas échapper à cette violence, surtout quand on est de ces gens qui arrivent après avoir traversé des zones de violence et ils arrivent avec ça jusqu'ici. Il y a des problèmes qui continuent ici mais qu'on va masquer, mais ça va après déborder dans les foyers. Et quand nous recevons des femmes qui viennent se plaindre pour les violences intrafamiliales, j'ai toujours posé la question après avoir écouté la femme, vous vous sentez comment mentalement? Et dès que je pose cette question, c'est fini. Elle se bloque, puisqu'elle est venue seulement dire j'ai ça, c'est ça, ça, mon mari a fait ça, mon mari a fait ça. Mais après moi, je prends le temps de lui dire comment vous sentez-vous?
comment vous sentez-vous mentalement et comment vont les enfants qui vivent tout ça. Et là, ça bloque vraiment. Parfois, elle va partir, elle reviendra quelques mois après. Donc, les problèmes de santé mentale, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir déconstruire, en parler et soigner si c'est possible. Comme Maman Suzanne a dit, on est instruite, on doit aborder ça. Et quand les femmes viennent pour la violence et qu'elles voient que moi je mets en premier plan comment elles se sentent, son bien-être psychiquement, je vous donne seulement un petit exemple. Une femme arrive, elle dit qu'elle a traversé, elle a mis 10 ans pour arriver en Belgique avec sa fille. Elle a été au centre des réfugiés, mais 2 mois après qu'elle était au centre des réfugiés, il y a un homme de chez nous qui est venu la draguer et lui a dit laisse tomber tout ça, je t'amène, finis ton parcours de demande d'asile, je t'amène chez moi. Et monsieur l'amène, bêtement, mais elle suit puisqu'elle est amoureuse. L'autre se met à se marier avec, mais lui, il connaît toutes les lois. Il sait par exemple que s'il n'a pas un travail avec un contrat à durée indéterminée, avec plus de 2 000 euros de salaire, il ne donnera jamais accès au papier à cette femme-là. Imaginez cette femme-là, 5 ans après, quand elle se rend compte qu'on l'a roulée, que les maris, ce n'était pas vraiment l'amour, mais il voulait une bonne. Et alors, moi je dis, toi-même tu te sens comment? Ta fille que tu as emballée dans tout ça et ça. Là, la femme dit, ah non, je ne dépose plus plainte, on laisse tout d'abord. Je la laisse partir, mais je sais que dans 6 mois, elle reviendra, puisque quelque chose qu'elle ne veut pas aborder. Donc il y a trop de problèmes de santé mentale. Alors c'est très intéressant, je pense que c'est des conversations qu'on se doit d'avoir aujourd'hui. Alors, quand il est question du tabou de la santé mentale, je suis un petit peu partagée quand même, parce que, on va dire, je vais prendre ma propre expérience un petit peu pour faire mon observation, mais la souffrance trouve un espace d'expression dans nos communautés, et c'est là où la maman parlait de l'espace religieux. Pour donner un petit peu un exemple concret, je traversais quelque chose avec ma famille, et je voyais que mon père était vraiment pesé par la situation, et il se remettait à aller à l'église, et je lui ai posé vraiment, mais vraiment juste pour voir si ça se passait vraiment comme ça, si quand il allait à l'église, il pleurait. Et il me dit oui. Je dis ah d'accord. Donc vraiment il y a un espace où c'est pas si tabou d'exprimer certaines émotions, mais cet espace n'est pas outillé pour pouvoir dire non, ça c'est tel problème, ça c'est tel problème. Et une deuxième chose par rapport à ce sujet-là, c'est que les mamans parlaient du fait que justement avant les enfants étaient gérés par une communauté. Et c'est la même chose avec nos problèmes mentaux. Quand on a une communauté, c'est plus facile de se sentir allégé par rapport à certaines souffrances de la vie, parce que la communauté c'est un espace aussi thérapeutique, on peut compter les uns sur les autres. Sauf que justement, quand on rentre dans cette approche de la thérapie, on va dire psycho-mentale et cognitivo-émotionnelle, eh bien, il y a cette relation horizontale qui est un peu brisée pour qu'on s'appuie sur ces relations verticales. Donc, Dieu prend la place de la communauté, Dieu prend la place du soutien que je pourrais avoir de mon frère et sœur, et c'est là où on entend des discours tels que je ne peux me confier que sur Dieu, tout est pour Dieu, mais au final, dans cet espace religieux ou spirituel qui pourrait apporter à nos communautés, on se retrouve encore limité parce qu'il n'y a pas ce discernement de ce qui se passe véritablement au sein des esprits, au sein des âmes, des personnes qui viennent avec ces problèmes-là.